Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce premier épisode de l'année 2025, un épisode un peu spécial de mon podcast, puisque aujourd'hui je vais vous emmener dans un voyage à travers l'année 2024, une année qui m'a offert des leçons riches, profondes, parfois douces, parfois brutales, mais toujours transformatrices. Vous savez, on dit souvent que la vie est la meilleure des écoles, et cette année, elle n'a pas fait exception. Il y a un mois, pile poil, aujourd'hui, jour de la sortie de cet épisode, j'ai dû dire au revoir à mon maître spirituel, à Chaussette, ma compagne de vie, ma petite lumière à pompons. Ce départ a marqué une fin et un début à la fois. Si vous avez déjà vécu la perte d'un être cher, vous savez combien elle peut nous enseigner sur l'amour, le lâcher-prise et même sur nous-mêmes. Ce n'est pas encore le moment pour moi de vous en parler en profondeur. Il se passe des choses incroyables pour moi, pour nous, pour ce qu'on est depuis qu'elle est partie. Mais j'ai encore besoin d'un peu de temps pour savourer tout ça. Donc je lui consacrerai un épisode spécial, je pense, dans quelques mois. Mais je pouvais pas commencer cet épisode, cette année, sans la mentionner, car son départ a teinté mes réflexions bilan de cette année et m'a rappelé que dans chaque perte, il y a aussi un espace pour accueillir quelque chose de nouveau. Dans cet épisode, je vais donc vous partager 19 leçons tirées de 2024 qui m'ont marqué. J'ai hésité sur le mot tiré parce que je pense que vous allez être d'accord avec moi pour dire que c'est souvent très bateau, parfois même un peu cliché, mais je crois profondément en la simplicité. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire maths sup maths spé pour avoir une ouverture sur le monde, sur la vie, sur la façon d'exister. Et cette année 2024, en fait, m'a pas fait découvrir la roue, mais elle m'a permis d'ancrer plus profondément dans ma chair, dans mes cellules, dans mon expérience, des choses qui peuvent justement être extrêmement simples en théorie et qui sont tellement riches, intenses et puissantes en pratique, dans le réel, que c'est ce que j'ai envie de vous partager. Ces leçons donc viennent de moments de joie, de douleur, de perte, mais aussi de découverte. Elles m'ont appris à mieux me connaître, à voir la vie sous un autre angle, et je l'espère profondément, elles résonneront aussi avec vous. Peut-être qu'en vous parlant un peu de moi, je parle un peu de vous aussi. Et c'est bien mon objectif aujourd'hui. Alors si vous êtes prêts, je vous propose de vous installer confortablement, de prendre une grande inspiration, une petite tasse de thé, le mien est infusé, ça y est. Et laissez-moi vous guider à travers ces moments qui, je le crois profondément, peuvent parler à chacune et chacun d'entre nous. Que vous soyez en quête de calme, d'unité, de sens ou simplement d'un petit rappel que tout est déjà là, cet épisode est pour vous. Allez, c'est parti. Bienvenue dans Bien avec soi, le podcast conçu pour t'accompagner sur le chemin de la révélation de soi en éclairant tes zones d'ombre pour te permettre de te rencontrer dans ta complétude. Je t'invite à un voyage intérieur où le slow coaching, l'équanimité et la force intérieure sont au cœur de chaque étape. Ici, il n'est plus question de se réparer, mais de se révéler pleinement en embrassant toutes les facettes de ton être. Dans ce podcast, je partage avec toi des réflexions sur le shadow work, la non-dualité, la dépolarisation et l'unité, ainsi que mes propres apprentissages. Mon souhait est de t'offrir un espace de réflexion et de paix pour que tu puisses avancer sereinement vers la liberté d'être toi-même. Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans le slow coaching et je suis ravie de t'accueillir dans ce tout nouvel épisode. J'entre tout de suite dans le vif du sujet avec la première de ces 19 leçons qui est « Tu es un sanctuaire vivant ». Il y a quelques mois, si tu as suivi, tu le sais, j'ai participé à ce qu'on appelle un intensif « Qui suis-je ». Je vais pas te faire tout le déroulé de ces 3 jours ici, puisque j'y ai consacré un épisode, donc je te le mettrai en description si tu l'as pas encore écouté. Mais j'y allais pas avec des attentes particulières, puisque je savais pas où j'allais en fait. C'est un ami qui m'avait invité, donc je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. C'était juste une curiosité pour moi. Et pourtant, ce que j'y ai trouvé a drastiquement, définitivement, immuablement changé ma façon de me voir, de voir la vie, de voir la façon dont j'exprime et expérimente cette vie. Puisque le dernier matin de cet intensif, alors que je me trouvais dans un endroit mais ô combien banal, les toilettes en fait, pour être honnête, un moment de grâce, le moment de grâce qu'on vient chercher lorsque l'on participe à ce genre d'événement s'est imposé à moi. J'ai ressenti une présence si forte, un calme si profond et j'ai entendu cette phrase d'une voix qui n'était pas la mienne et qui pourtant l'était. Je suis là.
Pas le tu es là, coucou, regarde-moi, mais bien je suis, de l'être, de l'expérience. Je suis là, je suis ici, je suis maintenant, je suis. Ce simple moment m'a fait comprendre que je n'avais pas besoin de courir après des solutions extérieures. Tout ce que je cherchais, cette paix, ce refuge, ce sanctuaire, cet amour, existait déjà en moi. C'était là, depuis le début, tout le temps, attendant juste que je le reconnaisse. Depuis, je porte cette certitude. Nous sommes toutes et tous un sanctuaire vivant. Il ne s'agit pas de le construire, mais de le révéler. Il ne s'agit pas de le réparer, mais de le révéler. Il ne s'agit pas de le guérir, mais de le révéler. Et ce sanctuaire, c'est aussi là que se trouve le calme que l'on cherche si souvent à l'extérieur. La deuxième leçon de cette année, ce serait que le calme ne se trouve pas. Bingo, il se révèle. Je ne compte plus les fois où j'ai cherché désespérément le calme. Comme ces matins où je me levais à 5 heures avec une migraine déjà installée, espérant que quelques minutes de méditation suffiraient à apaiser mon esprit. Mais ce calme que je tentais de forcer ne venait jamais. Plus je le cherchais, plus il semblait m'échapper. Et puis, il y a eu ces autres moments, comme après un concert où le silence s'installe naturellement. J'évoque souvent cet exemple, mais tu sais, ce moment à la fin du morceau, juste avant les applaudissements. Ce genre de silence qui est riche, vibrant, qui est teinté de tout ce qui a été fait auparavant et de tout ce qui va être à partir de cet instant. Ce silence qui enveloppe tout et te rappelle encore une fois qu'il a toujours été là. Ce calme, ce n'est pas quelque chose qu'on fabrique ou qu'on atteint en cochant une case. Il se révèle quand on arrête de le chercher, quand on se permet de juste être là, justement. Et pour laisser ce calme émerger, il faut souvent faire face à ce qui nous effraie, le vide. Mais est-ce vraiment un vide? Et c'est là ma troisième leçon de cette année. Le vide est plein. Je reprends encore cet exemple de ce silence en concert parce que je trouve tellement fort et il vibre tellement fort pour moi. Ce moment, encore une fois, où tout s'arrête avant les applaudissements. Un silence si profond, si intense, qu'il semble palpable, tangible. Ce moment m'a toujours fasciné parce qu'il n'est jamais vraiment vide, en fait. Et cette année, j'ai vraiment beaucoup retrouvé cette sensation dans des instants du quotidien. Comme ce jour où j'ai constaté sur mon bras un hématome énorme, je ne savais pas d'où il venait. Et au-delà du contexte, on s'en tape, c'est pas le sujet ici. Au lieu de voir une simple marque, potentiellement de douleur, le dessin, la couleur, la façon dont cet hématome s'était étendu, en fait, m'a fait penser à une galaxie, à un univers imprimé sur ma peau. Et là où beaucoup auraient vu une blessure, moi j'y ai vu un symbole, une connexion avec quelque chose de bien plus grand. Et ce moment m'a appris que ce qu'on perçoit comme un vide, une absence, est souvent plein de sens, prêt à se révéler si on lui en laisse l'espace. Donc finalement, le vide, ce n'est pas un manque, c'est un potentiel, un espace d'accueil pour tout ce qui attend d'être vu, entendu ou ressenti. Et parfois, cet espace se révèle dans les moments de douleur. Et au lieu de parfois, j'ai même envie de dire souvent, la souffrance est presque nécessaire pour la révélation de ces espaces où l'on découvre que même la souffrance, justement, peut être douce. Tu t'en doutes, la perte de chaussettes a été un tournant pour moi, brutal, inattendu, un moment de déchirure. Et pourtant, en plein cœur de cette souffrance, j'ai découvert quelque chose d'inattendu. Quand la douleur est restée latente pendant des jours, j'ai tenté de la repousser, de l'étouffer. Mais plus je résistais, plus elle grandissait. Et puis, il y a eu ce moment où j'ai décidé d'arrêter de lutter, de l'accueillir comme on accueillerait une vague, sans essayer de la dompter. J'ai ressenti toute l'intensité de ma douleur, sans chercher à la fuir, et à ma grande surprise, elle a commencé à s'adoucir. Juste parce que je la reconnaissais, juste parce que je lui laissais de l'espace. Ce n'était plus une tempête, mais une marée montante, puissante, mais presque apaisante. La souffrance, finalement, lorsqu'on ne lui oppose pas de résistance, peut révéler une profondeur insoupçonnée, comme un espace où l'on peut se déposer, pleurer, et finalement respirer à nouveau. Ce que cette année m'a appris, c'est qu'on peut vivre la douleur sans s'y noyer. En l'accueillant, on la transforme,
on la traverse avec plus de douceur. Et cette douceur laisse des traces indélébiles, comme l'amour par exemple. 5e leçon, l'amour laisse des traces. Quand j'ai dû dire au revoir à Chaussette, je pensais que tout s'arrêterait. Mais en réalité, rien ne s'est arrêté. Quand j'ai dû dire au revoir à Chaussette, j'ai pensé que le vide qu'elle avait comblé durant toutes ces années allait me péter à la gueule au moment où elle passerait de l'autre côté. Mais en réalité, rien n'a pété puisque, comme je te l'ai dit, le vide est plein. C'est elle aussi qui me l'a appris. L'amour qu'elle m'a donné et celui que j'ai pour elle continue de vivre à travers moi, à travers nous sous une nouvelle forme. J'ai pris le temps de réfléchir à la meilleure manière d'honorer sa mémoire et c'est là que j'ai compris, l'amour ne disparaît jamais. Il se transforme, il évolue, il bouge, il reste gravé, il continue de vivre, peu importe la séparation physique. Alors évidemment, après son départ, il y a eu ce vide immense, ce silence pesant. Pourtant, il était plein d'elle, plein de souvenirs, d'habitudes partagées, de petites choses simples qui la ramenaient à moi à chaque instant. J'ai compris qu'elle n'avait pas disparu. Et j'ai compris en même temps que l'amour ne disparaît pas. Il reste gravé en nous, dans nos gestes, dans nos pensées, et dans notre façon de continuer à aimer la vie. Lorsque j'ai réfléchi à la meilleure façon de l'honorer, j'ai réalisé que ce n'était pas juste un hommage, mais un prolongement de ce lien, un renforcement même de ce lien. Chaussette est là, non plus comme un être vivant à mes côtés, au sens où on l'entend d'habitude, mais comme une présence ancrée en moi. Quand je ferme les yeux, je la vois. Je la sens à l'odeur, je sens son contact, je sens sa chaleur, je l'entends boire, manger, ronfler, je sens ses petits bisous qui me piquent, son petit nez qui remue. Elle est là, en fait. Elle est même presque plus là maintenant qu'elle est plus là que quand elle était là. Bref, l'amour laisse des traces. Et c'est ça, la vraie magie de l'amour. Il ne s'éteint jamais, il se transforme. Il laisse des traces qui deviennent des repères et parfois, c'est notre corps qui nous rappelle ces traces d'amour quand il commence à murmurer ce que l'âme ressent. Leçon numéro 6 donc, le corps parle quand l'âme murmure. Il y a quelques mois, je me suis retrouvée face à quelque chose de nouveau pour moi. Mon corps commençait à me lâcher. Moi qui avais toujours été capable d'affronter un rythme intense sans jamais tomber malade, sans jamais fatiguer, j'ai commencé à avoir des migraines régulières, des coups de fatigue inexpliqués. Je me suis même retrouvée à faire des AVC et à vivre un mal-être physique que je ne pouvais plus ignorer en fait. Et au début, évidemment, comme tout le monde, je pense, j'ai cherché à compenser. Plus de thé, de médicaments pour les migraines et des petits boosts pour tenir la journée, mais rien n'y faisait. Puis j'ai commencé à relier ces symptômes à ce que je vivais. 3 journées par semaine où je me levais à 5 heures pour aller travailler en crèche, avec un emploi du temps si chargé que je n'avais presque plus de temps pour ce qui me faisait vraiment vibrer comme le coaching. Mon corps m'envoyait un message clair. Quelque chose n'allait pas, et il était temps que je l'écoute. Ce que j'ai appris donc, c'est que le corps ne ment jamais. Quand l'âme murmure des inconforts, le corps, lui, les crie. Et ces cris, quand on choisit de les écouter, peuvent nous guider vers plus d'alignement, vers plus de sagesse, vers plus de calme, vers plus de paix. Mais pour entendre ces murmures, il faut parfois agir, même dans l'incertitude. Et cela m'a amené à ma 7e leçon, qui est que la clarté naît dans l'action. Il y a eu une période cette année où je me sentais complètement perdue. Je savais que je voulais développer mon activité de coaching, mais je n'avais aucune idée claire de ce que je voulais transmettre ou de comment le faire surtout. Je suis quelqu'un de très mental au départ, donc je passe plus de temps à planifier, à imaginer, à projeter, qu'à mettre en action. Ça a été un vrai travail pour moi de me mettre dans l'action. Et donc, justement, au lieu de rester bloqué dans cette confusion, j'ai décidé de commencer. Peu importe quoi. J'ai écrit des posts pour les réseaux sociaux, enregistré de nouveaux épisodes de podcast, créé des workbooks, ouvert un nouveau groupe Facebook, le Dojo du Cœur, que je suis très fière d'alimenter aujourd'hui. D'ailleurs, si tu veux nous rejoindre, le lien se trouve dans la description de cet épisode. Et chacune de ces petites actions m'a apporté une nouvelle perspective, une nouvelle matière en fait à explorer et à réfléchir potentiellement. Mais au lieu de toujours rester dans le même marasme, je partais de nouveaux éléments, ce qui faisait avancer finalement le schmilblick. Par exemple, écrire des posts m'a permis de clarifier mon message en répondant aux réactions de mon audience. En enregistrant ces nouveaux épisodes, j'ai compris comment raconter mon histoire de manière plus percutante, plus authentique. Ces petites actions ont fini par tracer un chemin là où je ne voyais que du brouillard. Ce que cette expérience m'a appris, c'est que la clarté n'est jamais le point de départ. Elle est le fruit de l'action. Et dans cette action, j'ai découvert que le vrai leadership, lui aussi, commence souvent par oser montrer ses failles.
Huitième leçon, le vrai leadership naît dans la vulnérabilité. Partager mes blessures d'enfance, mes moments de doute, mes ombres, comme j'ai pu le faire cette année, ce n'était pas quelque chose de très naturel pour moi. J'avais peur d'être jugée, de paraître faible ou inadéquate. J'avais vraiment à l'esprit cette idée que, mais comment est-ce que les gens pourraient accepter d'être accompagnés par quelqu'un qui vit autant de merdouilles dans son quotidien ou qui a l'air d'être si paumé? Mais cette année, justement, j'ai commencé à partager davantage ces parts de moi, notamment à travers mon travail sur les anti-blessures et les anti-accords Toltec. Et ce que j'ai découvert, c'est que ce sont précisément ces moments de vulnérabilité qui créent les connexions les plus profondes. Les gens ne s'identifient pas à nos réussites parfaites, ils s'identifient à nos imperfections, à nos combats, à nos douleurs, à nos interrogations. En montrant mes failles, j'ai montré que le leadership ne consiste pas à être invincible, mais à être authentique. Et pour que cette authenticité soit bien reçue, j'ai appris qu'il faut aussi simplifier son message pour qu'il résonne avec clarté et profondeur. Donc la 9e leçon de cette année, c'est que moins, c'est plus. Pendant longtemps, j'ai cru qu'ajouter toujours plus de concepts, d'idées, de vocabulaire, de détails rendrait mon message plus impactant, plus expert quelque part. Mais cette année, j'ai vraiment compris que parfois, moins c'est plus. J'ai donc commencé à simplifier, à revenir à l'essentiel. Par exemple, au lieu de disperser mes idées dans toutes les directions, j'ai recentré mon travail autour du slow coaching. Même dans mon esthétique visuelle, je me suis tournée vers des tons plus apaisants et minimalistes, comme ce beige inspiré par la sérénité zen. Et le résultat, pour moi, c'est plus de clarté, plus de connexion avec mon audience et surtout plus de cohérence dans tout ce que je fais. Donc, revenir à l'essentiel, c'est éclairer ce qui compte vraiment. Et dans cet esprit, chaque nouveau défi devient une opportunité d'apprentissage. Ce qui m'amène à notre 10e leçon, qui est l'art d'apprendre comme une débutante. Quand j'ai fait le choix cette année de reprendre le travail en crèche, je me suis sentie comme une débutante. Moi qui avais l'habitude d'être compétente dans tout ce que je fais, j'ai été confrontée à cette sensation d'être à nouveau au point de départ. Et au lieu de me laisser envahir par la frustration ou potentiellement un sentiment d'illégitimité ou d'infériorité, j'ai décidé de voir cette posture de ceinture blanche quelque part comme une opportunité. C'est libérateur d'accepter qu'on ne sait pas tout, qu'on est là pour apprendre, que d'autres ont des choses à nous enseigner. Et ça m'a permis de voir chaque tâche, chaque interaction comme une occasion de grandir. Cette leçon m'a aidé à aborder mes défis avec plus de légèreté, d'humilité, de curiosité, plutôt que de pression et d'attente. Donc finalement, la conclusion de cette leçon, c'est que être une débutante, c'est une posture d'ouverture et d'humilité justement. Et cette posture m'a aidé aussi à mieux comprendre la solitude et à la transformer. La 11e leçon de 2024 pour moi, c'est que tu n'es jamais vraiment seul. Je ne suis jamais vraiment seule. Tu as compris que le tu, le je ici, c'est la même chose. Il y a quelques années, tu le sais si tu me suis depuis un moment, la solitude me terrifiait. Elle me bouffait de l'intérieur. Je croyais que je devais toujours être entourée, que le vide autour de moi était synonyme d'isolement, de refus, de rejet, d'abandon. Mais cette année, j'ai vraiment compris comment apprivoiser cette solitude. Évidemment, c'est un travail que je fournis depuis des années. Mais cette année, et qui plus est avec le départ de Chaussettes au moment des fêtes, la solitude a pris une nouvelle tournure pour moi. Elle est devenue un espace si grand, si vaste, si intense, si plein, encore une fois. Et donc j'ai réalisé que, loin d'être un espace de manque, la solitude peut être un véritable terrain de connexion. Je me suis retrouvée à créer des liens profonds, même à travers le dojo du cœur, un lieu où je partage mes apprentissages et où les autres me rejoignent. J'ai appris que ce n'est pas la présence physique des autres qui compte, mais la connexion intérieure. La solitude peut vraiment nourrir l'unité avec soi-même et aussi avec le monde. Et dans cette connexion profonde, j'ai découvert que donner de soi n'épuisait pas. Bien au contraire, c'est un acte qui nourrit. Et donc la leçon numéro 12, c'est que donner de toi ne t'épuise pas si c'est aligné. Cette année, j'ai été confrontée à des moments où je donnais beaucoup, parfois jusqu'à l'épuisement. Mais j'ai aussi découvert que lorsque ce que l'on donne est aligné avec notre essence, cela ne nous épuise pas. J'ai vécu des moments où, après une journée de coaching ou d'enregistrement de podcast intense, je me sentais pleine d'énergie, nourrie par les connexions humaines que j'avais établies. Et d'un autre côté, il y a eu des moments où, malgré tous mes efforts, je me sentais vide, je me sentais harassée, j'avais plus envie de rien faire. La différence là-dedans, l'alignement.
Quand ce que je fais est en parfaite résonance avec qui je suis, ça me porte. Quand ce n'est pas le cas, ça m'épuise. Et ça me lâche. Et parfois, pour que l'énergie circule, il faut savoir lâcher prise et arrêter de forcer. Et ça, c'est un vrai travail pour moi. Même si j'en parle depuis longtemps, que je l'expérimente depuis longtemps, chaque année, je le renforce un petit peu plus et c'est un vrai challenge pour moi. Et en même temps, c'est tellement game changer. Ça a tellement changé ma vie. Mon approche des choses, c'est incroyable. Et surtout, l'idée principale dans ce contexte que je retiens, c'est ma 13e leçon, c'est que laisser aller est une forme d'amour. Et c'est pas toujours facile, mais parfois laisser aller est la plus belle preuve d'amour qu'on puisse offrir. Que ce soit à soi-même ou à autrui. Que ce soit en laissant mes proches prendre leurs propres décisions ou en acceptant que Chaussette s'en aille, j'ai appris que lâcher prise n'est pas un acte de faiblesse, ce n'est pas un acte d'abandon, c'est un acte d'amour. Et l'amour, c'est aussi respecter les choix de l'autre, même quand ça fait mal. C'est accepter que l'on ne peut pas tout contrôler et que parfois la meilleure chose à faire est de laisser l'autre vivre son propre chemin, même si on est convaincu qu'il va prendre un mur en pleine gueule. Et dans ce lâcher-prise, j'ai trouvé une force nouvelle, une force que l'on peut puiser dans nos blessures. Leçon 14 donc, les blessures deviennent des forces. Pendant longtemps, j'ai caché mes blessures, croyant qu'elles étaient des fardeaux, des preuves de ma lâcheté, de ma faiblesse et de tout ce que je ne voulais pas être aux yeux des autres. Et à mes yeux surtout, je crois. Mais cette année, plus que lors d'aucune autre, j'ai compris que chaque blessure pouvait devenir une ressource. En acceptant de regarder mes blessures en face, dans le blanc des yeux, j'ai découvert que celles-ci pouvaient nourrir mon message. Mon passé, mon histoire, avec ses défis, ses luttes, est devenue la base de mon coaching. Chaque difficulté que j'ai traversée m'a appris quelque chose qui, aujourd'hui, me permet d'accompagner les autres sur leur propre chemin de guérison et de transformation. Mes blessures sont devenues des forces. Mes blessures sont devenues des phares. Mes blessures sont devenues des ancrages. Mes blessures sont devenues des sagesses. Et c'est en apprenant à aimer ce que je suis, avec mes cicatrices, que j'ai pu enfin voir que tout ce que je cherchais était déjà là. Leçon numéro 15. Tout est déjà là. J'ai passé tant d'années à courir après ce que je pensais être la clé du bonheur. Mais cette année, j'ai arrêté tout bonnement de chercher et j'ai regardé autour de moi. J'ai regardé en moi. Et là, j'ai vu, j'ai expérimenté, au plus profond de ma chair, que tout était déjà là. J'ai vraiment compris cette année à quel point nous sommes déjà complets, que l'essence de qui nous sommes est déjà présente, même si on ne la voit pas toujours. Quand j'ai commencé à apprécier ma vie telle qu'elle est, avec ses hauts et ses bas, j'ai vu que chaque moment était une opportunité, chaque interaction un miroir qui me permettait de me découvrir encore un peu plus. L'amour, la paix, la joie, tout ça, c'était déjà là, en moi. Et d'ailleurs, c'est fou, là, en te disant ça, je me rends compte que c'est justement quand je fais l'expérience profonde, réelle, intense, que tout est déjà là, que le vide est plein, que Chaussette choisit de s'en aller, me laissant face à un nouveau vide à apprivoiser, finalement, un vide où ce tout demeure encore et pour toujours. Je trouve ça beau, puissant et si plein de sens. C'est pas une coïncidence que cette réalisation et le départ de Chaussette se croisent. C'est comme si elle m'avait accompagnée jusqu'à ce seuil où je suis prête à ressentir cette vérité. Tout est déjà là, même dans l'absence apparente. Son départ, aussi douloureux soit-il, me pousse à explorer un vide qui n'en est pas vraiment un. Ce vide est habité par ce tout dont elle fait toujours partie et dont je fais partie aussi. C'est un moment d'intégration, de plénitude qui transcende la séparation. Chaussette n'a pas disparu, elle s'est simplement fondue dans ce tout, me laissant l'espace pour approfondir cette présence qui ne dépend de rien d'extérieur. C'est peut-être là un dernier cadeau de sa part, m'aider à embrasser cette unité, même dans l'absence. Je vais prendre le temps d'habiter ce vide, de le laisser me murmurer qu'il n'est qu'un autre visage de ce tout, et me souvenir donc
plus profondément encore que je ne suis jamais seule dans cet espace. Waouh! Merci ma doudou pour ce cadeau. Cette reconnaissance que tout est déjà là a elle aussi complètement transformé ma vie, la façon dont je m'expérimente et expérimente le quotidien. Et surtout, elle m'a amené à trouver un nouvel équilibre très intéressant. Le cadeau numéro 16, la leçon numéro 16, c'est que l'équation de l'unité commence par l'équilibre. J'ai récemment découvert une méthode que j'ai appelée l'équation de Cunilia, une manière d'examiner les déséquilibres intérieurs et de les transformer en opportunités. Je t'en ai pas encore parlé, mais c'est prévu parce que c'est vraiment tout neuf dans mon esprit. Je pense l'offrir en exclusivité aux membres du Dojo du Cœur sur Facebook, donc si tu as envie d'expérimenter ça en premier, n'hésite pas à nous rejoindre. Une fois encore, le lien est dans la description. Et c'est sûr et certain que c'est une équation que tu ne connais pas. Tu peux la taper sur internet, elle n'existe pas. Elle est du made in Marie Perron de bout en bout. Et bref, je vais pas te la vendre maintenant parce que c'est vraiment pas le but. Mais donc j'ai découvert cette équation, cette méthode, l'équation de Cunilia. Et elle m'a encore plus convaincue que chaque blocage, chaque difficulté que l'on rencontre porte en elle une clé pour avancer. On l'a vu tout à l'heure, les blessures deviennent des forces. Mais plus encore que des forces, je pense qu'elles sont des messages de réalignement, des messages du cœur, des messages de l'âme. J'ai appliqué cette méthode de Cunilia dans ma propre vie et je l'ai adaptée pour accompagner mes clients. Et à travers cette équation, j'ai appris que l'unité ne se trouve pas dans la perfection, mais dans l'acceptation des déséquilibres et dans leur transformation. Nous sommes toutes et tous en constante évolution et chaque étape nous rapproche de notre vérité. Et cette transformation passe par la reconnexion avec notre essence. C'est dans l'unité qu'on se reconnecte à ce que nous sommes vraiment. Leçon 17. L'univers est en toi. Il y a eu un moment cette année où, en regardant mon bras, je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai vu un hématome incroyable. Mais au lieu donc de le voir comme une simple blessure, j'ai vu quelque chose de plus grand, une représentation de l'univers. Je te l'ai déjà raconté tout à l'heure. Mais j'ai envie de renforcer ici l'idée que je crois profondément que nous sommes connectés à l'univers. Plus que connectés, nous y sommes fondus. Nous sommes l'univers. Nous sommes l'univers à nous tous, et nous sommes l'univers individuellement. Et dans ce moment particulier où j'observais du coup cette marque sur mon corps, sur mon véhicule, j'ai eu l'impression que cet hématome était comme un reflet de cette immensité, de cette connexion. Le corps, l'âme, l'univers, tout est lié. Nous faisons partie d'un tout et parfois il suffit de lever les yeux, de regarder à l'intérieur pour voir cette connexion. Nous ne sommes jamais séparés d'univers et nous ne sommes jamais brisés. Nous ne sommes jamais séparés parce que nous en sommes partis. Nous ne sommes jamais brisés puisque de toute façon nous sommes un. Nous sommes cet univers. Mais pour ressentir cette connexion, il faut savoir ralentir et écouter ce qui se cache derrière le bruit, comme à la fin de notre concert. Et donc la leçon numéro 18, c'est que ralentir, c'est avancer autrement. Il y a pour moi quelque chose de fascinant dans l'idée de se dépêcher lentement. J'adore cette idée. Et cette année, j'ai vraiment appris à le faire. J'ai compris que la véritable présence ne vient pas avec la rapidité, mais avec la lenteur. En prenant le temps de ralentir, de respirer profondément, j'ai découvert une autre manière d'avancer. Ce n'est pas le rythme frénétique qui nous fait avancer, mais la profondeur avec laquelle nous vivons chaque moment. Le slow coaching que j'ai créé cette année m'a appris à intégrer cette lenteur dans mon quotidien, et c'est une source infinie de sérénité. Et dans cette lenteur, j'ai trouvé la liberté de choisir mon propre chemin. 19e et dernière leçon de cet épisode. Rien ne t'enferme si tu choisis la liberté. Certaines périodes de ma vie, j'ai eu l'impression d'être enfermée dans des situations qui ne me correspondaient pas.
Mais cette année, j'ai réalisé que la liberté ne dépendait pas de ce qui m'entourait, mais de ma capacité à faire des choix. J'ai choisi de quitter des situations qui ne m'apportaient pas de joie, qui mettaient en danger ma paix et ma sagesse intérieure. Pour ça, par exemple, j'ai réévalué mon travail en crèche et j'ai commencé à consacrer plus de temps à ce qui m'inspire profondément. La liberté, c'est un état d'esprit. C'est choisir chaque jour ce qui résonne avec nous et refuser ce qui nous empêche d'être pleinement nous-mêmes. La liberté, c'est savoir que tout est déjà là et que chaque choix que l'on fait nous rapproche un peu plus de notre vérité. Donc voilà, on arrive à la fin de ce voyage à travers 2024. En préparant cet épisode, je me suis rendu compte à quel point chaque instant, chaque émotion, chaque expérience que j'ai traversée m'a apporté quelque chose de précieux. Même dans les moments les plus sombres, il y avait une leçon qui attendait d'être découverte et partagée. Si je devais retenir une seule chose de cette année, ce serait celle-ci. Tout ce que nous cherchons est déjà là, en nous. Le calme, la force, la résilience, la liberté, l'amour, tout. Et parfois, la vie nous pousse juste à ralentir, à écouter, à révéler ce qui était déjà là depuis le début. Je vous invite à regarder votre propre année avec ce regard. Quels moments, agréables ou difficiles, vous ont laissé une empreinte? Quelles leçons en avez-vous tirées? Et surtout, qu'est-ce que ces leçons ont réveillé en vous? Merci d'avoir été là avec moi pour cet épisode. Si certaines de ces leçons ont résonné avec vous, n'hésitez pas à me le dire, je serais ravie d'apprendre ce que vous avez appris de ces leçons de votre côté. J'adore lire vos retours et voir comment ces partages vous touchent. Prenez soin de vous et souvenez-vous, vous êtes déjà tout ce dont vous avez besoin. On arrive déjà à la fin de cet épisode, merci du fond du cœur de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir et à m'encourager en mettant 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Les témoignages et les interactions, ça m'aide simplement à rendre le podcast visible et donc disponible à un plus grand nombre de personnes. Ça ne te coûte rien et c'est vraiment super important pour moi, donc merci infiniment pour ta contribution. Sache que si tu as envie d'aller plus loin sur les notions que j'aborde dans ce podcast, je propose des accompagnements de coaching, donc si cette voix t'appelle, sens-toi libre de me contacter, t'as tout ce qu'il faut pour ça dans la description, et nous verrons ensemble ce qu'il est possible d'accomplir. Voilà, on se retrouve très vite dans un nouvel épisode, d'ici là, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie, et surtout n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie, et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je nous aime. À la revoyure.